En quelle année, toi, t'es devenu malgré nous? En quelle année t'as dû porter... 42, En 42, t'as dû porter l'uniforme? ouais. Donc là, t'étais à Marlenheim à ce moment-là? Non, mais j'habitais Marlenheim. T'habitais Et Marlenheim. je suis né à Strasbourg, hein, Mhm, mais j'habitais Marlenheim. mhm. J'ai été baptisé à l'église de Marlenheim, hein. D'accord. Bon, donc mon village, c'était Marlenheim, hein. On avait vendu l'entreprise, et puis bon, au Grand Chai de France, et puis les vignes, et puis parce qu'il nous a demandé, il nous a d'ailleurs largement payé parce qu'il était demandeur, hein. Alors nous avions notre maison particulière qui était une très grande maison que mon grand-père avait acheté à un gars qui voulait partir là. Ouais. Et puis parce que c'est la petite histoire, ça ne nous concerne pas, mais il y avait là un nommé Ritty et en face il y avait le maire et lui n'était pas maire, et ils étaient en pisse-pisse ensemble, hein. Et puis un jour, le Ritty qui connaissait bien mon grand-père et mon père a dit alors écoutez voir, écoutez, vous êtes un peu enfermé là avant que nous vous êtes dans le village, hein. Là, je vous vends ma propriété, hein, bon. Alors il a dit bon, parce que si je reste ici, ça finira en coup de fusil, hein, avec mon voisin. Alors, alors il a dit, ben, faites-nous une proposition. Alors ils nous ont fait une proposition qui était très bonne, hein, ben. Et puis mon grand-père et mon père ont acheté en 1921 l'endroit où moi je suis né. Mon père et ma mère se sont mariés en 21 aussi, hein. Moi je suis né en 23, j'étais l'aîné des enfants. Voilà. Et puis pourquoi je. Bon, alors, c'est donc, Marlenheim, c'est au fond ma patrie, hein, bon. Et puis, bon, Strasbourg, évidemment, c'était le centre, et puis, vous connaissez très bien Strasbourg. Ce qui s'est passé après Stalingrad, les Allemands ont eu d'énormes pertes, hein, parce que les Russes, évidemment, beaucoup plus nombreux, et c'était la Russie où ils étaient, hein. Ils étaient. Ça s'appelait Leningrad, c'est maintenant Saint-Pétersbourg. Ils ne l'ont pas eu. Ils n'ont pas voulu l'avoir. Ils l'ont encerclé et il y a eu 800 000 morts de faim. Et alors, étant donné les pertes qu'ils avaient, ils avaient besoin de chair à canon, quoi. C'est le mot qu'on utilise. Alors, la chair à canon, ils ont simplement annexé les pays autour. C'était l'Alsace, la Lorraine, le Luxembourg, la Belgique, la Hollande et la Prusse, pas orientale, comment on dit, de l'autre côté de l'oriental, c'est là. Occidental. Pardon? Occidental. L'occidental, bon Dieu. Merci. Oui. Et alors, ils ont annexé tout ça et ont ramassé tout le monde qui était là-dedans. Je ne me trompe pas, 1942, oui, 1942, ils ont donc ramassé les millésimes qui sont nés en 22, 23, 24. Et puis après, ça a fini par 25, jusqu'à 28. Ils avaient à peine 16 ans. Et de l'autre côté, jusqu'à 1910. 22, 21, 20, 19, au fur et à mesure, jusqu'à 1910, les plus anciens.
J'ai un ami de 1910 qui est mort en Russie, ouais, qui est mort au Goulag. Prisonnier des Russes, ouais. Fallait surtout pas être prisonnier des Russes. Ben, j'ai réussi à ne pas, mais tout juste. Hein. Ouais. Et alors donc, alors ils sont décrétés que ces pays étaient allemands. Ils sont annexés. Et donc alors récupérer alors d'abord c'était donc 24, 23, 22. Moi j'étais 23. J'étais donc de la première vague, première, pas vague, la première mobilisation. Oui, alors j'ai fait un accident quand j'avais 12 ans. Je suis tombé de l'abricotier, où il y avait un abricot, un seul, il restait sur un éloigné. Alors je suis grimpé sur l'arbre. Et au moment où j'ai voulu prendre l'abricot, la branche a craqué. Et la grille qui était en dessous en métal avec des pointes, elle est toujours là. Hein. Elle m'est rentrée devant, entre le péroné et le tibia, et sortait derrière. Et moi j'étais là comme un morceau de viande à la boucherie. Alors on m'a sorti tout de suite, j'ai hurlé, le gars qui était là m'a sorti. Il y a 2 médecins qui sont venus, on m'a recousu les morceaux. Et j'ai été longtemps au lit et puis les exercices jusqu'à ce que je puisse de nouveau marcher. Ben. Mais les plaies sont toujours là. Hein, toujours bon, à la jambe. Et alors, à cause de ça, j'ai été incorporé dans l'armée allemande, dans une unité qui roule, hein, où je pouvais, donc, alors on m'a confié une moto. Et alors, je ne savais pas, j'ai une intuition partout où il faut aller. Hein. Je le sais, je le trouve. Hein. Vous me demandez d'aller, je ne sais pas où, il y a un patelin, je le trouve, je trouve la maison, c'est quelque chose inné chez moi, je ne sais pas, c'est comme ça. Hein. Oui, là c'est la Crimée, là c'est le Caucase. Et alors là, entre la Crimée et là, qui est là, il y a là un détroit. Et là, cet détroit où c'est assez, il y a 20 ou 30 kilomètres. Hein. Et alors là, les Allemands avaient perdu tout le Caucase pour après Stalingrad, un tas de trucs, mais il leur restait là un carré, là, de ce côté-là, hein, qu'ils appellent la tête de pont de Kuban. Hein, Kuban-Brückenkopf en Allemagne, en allemand. Et alors, j'ai été donc dans un train, après avoir subi les formations primaires de chaque soldat à la caserne. J'ai joué complètement, j'ai joué le jeu, le mien, en pointant tout le temps. Hein. On me faisait marcher, même déjà au début, quand j'étais jeune recrue, hein, on me faisait marcher comme tous les soldats. Hein. Alors je commençais par pointer, et puis je tombe. Il fallait 2 soldats pour me ramasser, parce qu'on est lourd. On a conduit à l'infirmerie, où le médecin n'a rien trouvé. Bon, alors j'étais quand même un peu à l'infirmerie, et puis on a recommencé. Et chaque fois, à chaque exercice, il faut le jouer. Hein. C'est pas facile hein, de ne pas se tromper. Hein. Et alors je commençais par pointer, par ne plus suivre. Hein. Derrière d'autres me pousse, et puis à un moment donné, je tombe dans le fossé. Hein. Alors on me ramasse, c'est chaque fois la même histoire. De sorte qu'un jour, le chef du bataillon des anti-chars, hein, qui est mobile, qui est mobilisé, qui n'est pas mobilisé, qui est mobile, quoi, bon, qui est mobile, cherchait un chauffeur. Hein. Et alors le gars qui nous dirigeait là dans le truc, là où je trompais tout le temps, il s'est débarrassé de moi en me donnant comme chauffeur. Alors, je vais là-bas et je deviens l'un
l'un des chauffeurs de la compagnie du bataillon de Javon. Alors on me donne, on me renvoie de nouveau en Crimée chercher une moto. Alors vous allez en Crimée, vous avez compris, vous savez où c'est. Et là-bas, il y a un garage qui vous attend et vous cherchez. Voilà ce qu'on me disait. Alors j'ai passé d'abord 2 jours, 2 nuits, 3 nuits pour arriver jusqu'à la mer. Hein. Je dormais à la Belle Étoile. Hein. Et puis je mangeais dans les roulantes des différentes unités où le cuisinier très facilement te donnait ce que tu voulais. Bon. Et puis j'ai traversé la mer Noire sur un esquif où j'arrive donc à Kerch de l'autre côté. Et puis je suis allé au garage et j'ai dit je viens chercher la moto. Ah oui, elle sera prête demain matin. Bon, alors arrive un gradé, je regarde un peu, c'était l'aumônier de la division. Chaque division allemande avait un aumônier militaire catholique et un protestant. Pas de juif, évidemment. ni d'arabe. Je dis ça toujours pour faire rigoler, ouais. J'ai un défaut. Je ne peux pas parler à quelqu'un sans le faire rigoler, je le fais rire. J'ai toujours une formule je trouve toujours un truc pour le faire rire. Donc je suis donc à Kerch, je prends cette moto, et puis je retraverse la mer Noire, hein, et je me retrouve de l'autre côté à mon unité. Alors là, on me confie le motard, un peu, ce que fait un motard dans une division motorisée. Et puis, il fallait déplacer un camion, et puis je m'en occupe là. Et je l'ai déplacé parce qu'à la maison, chez Lozelle, l'entreprise, on avait des camions, mais j'avais l'habitude de déplacer un camion ou stupidement, l'adjudant-chef qui me commandait là, Oberfeldwebel en allemand, me dit au fond, vous avez un permis? J'ai dit, mais les permis se passent à 21 ans et je n'ai que 19 ans. Je ne peux pas avoir de permis. Vous n'avez pas de permis et vous conduisez les voitures et les motos. Je vais avoir des ennuis à cause de vous, hein. Je vais vous faire un permis. Et il m'a fait, en bonne et due forme, un permis sans rien me demander. Donc vous avez le permis, vous n'avez jamais passé le permis? Enfin, jamais passé le permis. Alors, je fais une grande parenthèse, la guerre terminée, mon permis allemand, hein, où c'était marqué moto. Et alors, à un moment donné, j'ai fait même le permis de char. On m'a fait conduire des chars à l'exercice, et je connais très bien les 2 sortes différentes ou 3 sortes de chars qu'il y avait. Je savais les conduire, donc je savais. Ah bon. Et alors, j'avais ça avec le permis. Je suis à la préfecture à Strasbourg, sans rien me demander. On me l'a pris, on me donnait un permis français. D'accord. Sans rien, ils n'ont rien demandé. Bon, alors, par contre, ils ne m'ont pas mis les chars. Hein. Et alors, on m'a mis dans. Le bataillon était un bataillon anti-char. Hein, c'était des canons anti-chars de 75. Ce sont des morceaux, hein. Un char, un 75, c'est lent comme la pièce là. Hein. Ça, ouais. Et c'était conduit par des half-tracks. Les half-tracks, vous savez ce que c'est? Derrière, c'est la chaîne, et devant, il reste un pneu avec un volant. Et puis, alors, on m'a fait conduire n'importe quoi. Hein. Alors, il y avait un abri où ils avaient l'ordonnance du capitaine, il y avait également l'infirmier, et puis on m'a mis avec. On était donc 3 dans un abri assez profond, et on n'est pas à l'abri dans un abri. Si une bombe tombe dessus, ça s'enlève, vous êtes mort. Hein. Il vaut mieux être sorti. Hein. Et alors, je savais où étaient les différents
canot en ce qui nous concerne, hein, à nos vies, etc. Et puis, alors, on me dit Logel, ouais, ok. L'augle en allemand, hein, ouais, jawohl. Et alors, il me dit, vous allez à nos vies, le chauffeur va venir avec un half-track parce qu'il y a un canot qui est défectueux. Vous allez là-bas, vous le cherchez et puis vous le ramenez. Vous connaissez le chemin. Jawohl, je ne connaissais rien du tout. Hein. C'était pas le mot. Parce que l'endroit où nous étions était derrière un peu une colline et les canaux, nos vies étaient devant. Il fallait donc contourner la... Bon. Alors là, il arrive le soir, on met dessus, et puis l'Ochel, vous le conduisez, hein. Le chauffeur n'y connaît rien. Bon, je prends ça comme exemple. Hein. Alors, je savais qu'il fallait que je contourne cette hauteur où on ne passera pas, ni avec le half-track tout seul, mais avec un canot. Il ne peut pas être question. Alors, on nous donne un nouveau canot. Hein. Alors, vous voyez, l'ange a le canot comme ça, plus le half-track devant, ça fait un engin. Hein. Et alors, on me met à côté du chauffeur. Le chauffeur ne sait rien, c'est vous qui conduisez. Bon. Alors, jawohl. Bon. Alors, là, on dit, on salue encore comme ça vers la fin. Après l'attaque contre Hitler, il fallait saluer comme ça, comme les nazis. Toute l'armée devait saluer comme ça. Alors, c'était encore comme ça. Jawohl. Alors, bon. Alors, la nuit tombe. Hein? Et alors, je longe donc cette colline, autant qu'on puisse voir, et on va devant, et il faut revenir où là, il y avait le canot. Je prends ça comme exemple, j'en ai vu d'autres. On arrive en pleine nuit hein, à ce canot, alors on le sort de l'emplacement où il était là. Hein, parce qu'il y a un emplacement pour un canot anti-char, c'est un morceau hein, qu'il fallait ramener pour le réparer. Et on met le pont qu'on avait à la place. Et alors, quand ça a été fait, alors, tout le monde fallait aider tous les soldats qui étaient là, qui s'occupaient de ce canot. On l'accroche et je refais le même truc. Je marche arrière et à 8h du matin, j'arrive donc de 8h du soir à 8h du matin. Et alors là, on décroche le canot. Et puis, en décrochant, et pour le mettre là, parce que le half-track, il partait de nouveau, ne nous appartenait pas. Alors tout le monde s'affaire un peu pour pousser le canot défectueux à la place où il fallait. Enfin, bon, passons. Et puis, moi je souffle un peu, et alors l'adjudant-chef m'appelle Laugel, en allemand, Laugel, allez, poussez. Oui, poussez, j'avais dit, je me suis dit, j'ai assez poussé, mais enfin, poussé. Et alors, j'ai été à pousser aussi. Quand c'était fini, il m'a dit, Laugel, et il m'a dit, man muss nie denken, zu viel gemacht zu haben. Il ne faut jamais penser en avoir trop fait. Ben, ça, c'est une phrase qui m'est restée, une phrase que j'ai dit un jour à la dentiste avant, qui était là. Et alors, elle a été... Où c'était toi, je ne sais plus. C'était Antonia. C'était encore Antonia, oui. Ouais. Et alors, Antonia, elle avait des soirs, elle avait des réceptions, elle venait des gens. Alors, elle a rangé tout après. Il restait la cuisine à ranger. Et puis, elle s'est dit, bon, alors elle a dit non. L'Ochel m'a dit, il ne faut jamais penser en avoir trop fait. Et j'ai rangé la cuisine. Et j'étais content le lendemain. Ah, dis-moi. Alors, on était donc là à ce Kuban, Brückenkopf. Hein, et j'ai d'ailleurs une médaille. J'ai la médaille du Kuban. Ouais. Elle est là, là. Elle est là, oui, elle est là. Tu veux que je la sorte? Oui, pardon? Tu veux que je la sorte? Oui, c'est un truc en tissu. À trouver. Voilà. Je l'ai accroché là. Ah oui. Ça, c'est ça. Ça, c'est le document qui concerne. Et voilà, c'est ça. On portait là sur le bras.
hein. Je crois aujourd'hui que je suis le seul encore à porter ce truc-là. Tous les autres, étant donné que tous les autres sont certainement morts, tous ceux qui étaient là-bas, qui ont trois. C'est donc une distinction, le Kupanschild, ouais. Et moi, alors, j'avais toujours la frousse, que lorsque les Russes un jour vont attaquer et vont nous prendre cette tête de pont qui certainement les embêtait, hein. Et alors, il faut traverser la mer, hein. Mais les Russes ne nous ont pas empêtés, nous avons traversé, nous, tout seuls, hein. Parce que c'était loin, hein, trop loin, et c'était bon. Et nous avons donc retourné en Crimée, puisque la Crimée, c'était là où on partait pour aller au Kuban. Et puis, nous ne sommes pas restés en Crimée, nous sommes allés en notre unité et partis en Ukraine. Et heureusement, je ne suis pas resté en Crimée, parce que la Crimée a été attaquée plus tard par les Russes. Et comme ils ne pouvaient pas sortir, c'est la mer tout autour, hein. Les avions sont venus quand ils ont voulu aller vers la Roumanie, hein, et ils se sont noyés dans la mer. Les Romains nous ont envoyé des bateaux, mais c'était que les avions venaient en piquer. Il y a eu des morts et des morts et des morts dans la mer. La mer était pleine de cadavres morts. Et heureusement, moi, j'avais quitté l'unité. On m'avait fait quitter l'unité dans une autre qui est allée en Ukraine. Ouais, en Ukraine. Et en Ukraine, les positions étaient faites. Une colline, et il y avait, je ne peux pas regarder comme ça là, une colline, il y avait là un village qui s'appelait Voroshilovka, et puis on a mis un canon ici, un canon là, un là, un là, et la colline était vers là. Ben, bon. Et les half-tracks sont partis. Et nous a laissé alors moi j'ai dit au lieutenant, mais attention, ce jour il faut reculer. On ne peut plus, hein, puisque nous sommes à mi-hauteur de la colline et nous n'avons plus rien pour nous tirer. Hein. Et il a dit, mais nous ne reculerons plus. Ben, qu'est-ce que je dis? Je me suis fait engueuler parce qu'on ne recule plus. Il n'a pas reculé. Il est mort 2 jours après. Voilà, bon. Ouais. Et puis, bon, alors il s'est passé que nous étions là. Alors, excuse-moi, vous raconte ma guerre, là. Et puis, et les Russes ont voulu se débarrasser de nous. Et puis, j'ai regardé à un moment donné vers le village le matin, et je voyais que le village n'était plus allemand, mais était russe. Il y avait des soldats russes, les Allemands n'étaient plus là. Le bataillon qui occupait le village n'était plus, il y avait les Russes. Donc les Russes les avaient vaincus, tués, chassés, je ne sais pas. Mais ils n'étaient plus là. Or, nous sommes toujours, nous, en hauteur, avec nos canons, sans plus de half-track. Hein. Et alors, un par un, les Russes nous sont enlevés et tués. Je suis probablement le seul rescapé. Subitement, la nuit, on s'en aperçoit pas. Il y en a un qui vient et va tuer celui qui est le veilleur de nuit, là. Le garde, il a un nom, c'est le... enfin bon, ouais. Et il fallait le tuer, celui-là, pour qu'il ne puisse pas mobiliser. Les autres étaient dans l'abri et dormaient. Hein. Et quand il avait tué, le gars-là, il leur a fait signe, et subitement les Russes, ils hurlent. C'est un froid dans le dos. Ouais, ils hurlent, et ils montent à l'assaut. Hein. Et alors, ils se mettent devant l'abri, où les gens dormaient, et quelques coups de mitraillette, il n'y avait plus personne. Hein. Et alors, un après un,
Et alors moi, par hasard, il ne faut pas passer la nuit quelque part. Tu vas coucher à la Belle Étoile, et effectivement, ce qui s'est passé, je suis alors tout seul. Ils sont enlevés un après l'autre, les 4 canots qui étaient là. Et puis, avec tout l'équipage qui était dans l'abri. Hein. Et je suis revenu seul. Revenu seul à la compagnie. Hein. Alors il a dit, mais vous n'avez pas pu ramener quelqu'un? Je dis, mais comment voulez-vous que je ramène? Hein? Et alors il ne savait pas. Il devait, comme moi j'étais plus là, j'étais un fuyard. Hein? D'un côté, de l'autre côté, j'ai sauvé ma vie. Hein? Alors il a dit, pour sauver votre vie, hein, je devrais vous décorer. Et parce que vous avez pris la fuite, je devrais vous condamner. Et alors il m'a dit, c'est un scheiß soldat. Vous êtes un soldat de merde. Bon voilà, je suis donc un soldat de merde, mais j'ai survécu à cette histoire. Ouais, ouais. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les autres. Hein. Alors puis à partir de là, c'était de nouveau la fuite des Allemands. Ils partaient pêle-mêle. J'ai passé la nuit un soir avec une équipe de chars, puisque je ne savais plus rien, moi j'étais tout seul. Hein. J'étais avec eux et on passait la nuit avec le char qui était au-dessus. On a creusé un trou assez long pour coucher dessus, pour coucher dedans. Et puis, et assez long, assez large, pour juste mettre un char au-dessus. Alors on a mis un char au-dessus, et nous étions en dessous, couchés à juste 4. On sera l'un à côté de l'autre, le char au-dessus, pour être couverts. Et on va dans la nuit, on entend clac, 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 clac. C'était des mitrailleuses qui nous tiraient dessus, mais ils tiraient sur le char, nous on était couchés en dessous. D'accord. Et en plus, il commençait à faire froid. Alors le chauffeur a mis le moteur pour nous chauffer, hein, de temps en temps. Et puis finalement, ça s'est terminé comme le reste. Il fallait fuir, il fallait toujours pas partir. Alors nous étions en Ukraine. Hein. Et là, l'adjudant-chef, c'est pas l'armée française, celui qui s'occupe des paperasses de tout le monde. Je ne sais pas comment il appelle. Là, c'était chez nous, c'était maintenant les noms français et allemands, je ne sais plus. Celui qui s'occupe, qui est le second de la compagnie, qui s'occupe de la paperasse, des machins, trucs. Il me dit, Logel, venez me voir. Alors il me dit, je vais le voir. Et il me dit, et j'ai vu dans les papiers que vous êtes négociant en vin. J'avais toujours mis ça dedans, parce que les vins, vous savez, en ces temps-là, les Allemands buvaient la bière. Une bouteille de vin, c'est comme aujourd'hui une bouteille de champagne. Hein. Le vin n'était pas courant, ils ne buvaient la bière. Et puis, il me dit, vous êtes donc négociant en vin. Oui, c'était mon père, hein, moi, et le jeune là, enfin, je faisais partie de la maison. Et puis, il me dit, voilà, je vais aller en permission et j'aurais besoin de quelques bouteilles de vin. Est-ce que vous pouvez m'en procurer? Je dis oui, mais nous sommes ici, en pleine Russie, comment on fait? Alors il y avait des lettres spéciales par avion, où on touchait, s'il le fallait, un timbre de ce genre-là, qui allait immédiatement, en 1 ou 2 jours, il était à la maison. Hein. Et puis, il faut savoir, le courrier marchait. Hein. Il marchait lentement, il marchait. J'avais mal les DNA, j'étais abonné, ça vient, les DNA envoyés à tous les incorporés de force d'Alsace et de Lorraine, il leur envoyait les DNA. Gratuitement. Jusqu'en Russie? Pardon? Jusqu'en Russie? Jusqu'en Russie, oui. Non. Mais bien sûr, on recevait les DNA en Russie? En Russie, oui. Après, avec 2-3 semaines de retard, hein, c'était pas. Mais ça, c'est vrai.
savez-vous pourquoi vous regardez voir combien de fois on a du papier chez nous? On prend du papier pour tout. Et quand vous êtes au front, vous n'avez pas de papier. Or, les DNA qui venaient, c'était du papier. Un jour, c'était, pour la petite histoire, il y avait pour les toilettes, il y avait un trou avec 2 bâtons et un bâton au-dessus pour s'asseoir dessus. Puis derrière, c'était le trou. Et puis, il y avait juste comment on dit, un virage, oui, dans la tranchée. Et lorsque j'arrive au virage, le capitaine était assis sur le bâton, en train de chier, excusez-moi, de l'expression. Moi, je fais demi-tour. Logel! Jawohl. Je retourne là. Venez là, il y a assez de place, le bâton est assez large. Venez, on se pousse. Et j'étais assis à côté du capitaine et nous avons chié ensemble de concert. C'est pas évident d'être assis à côté du capitaine et jouer seulement. J'avais moi, lui, quand c'était fini, il n'avait pas de papier. Et là, je ne sais pas comment il aurait fait sans moi. Et alors, comme moi j'avais du papier, les DNA, moi je lui ai donné une double feuille de DNA, et il a eu la possibilité de se torcher avec les DNA. C'est comme ça un exemple des aventures qu'on a pu avoir, être assis à côté du Hara, et nous avons chié ensemble. Alors, il m'a donné des timbres spéciaux pour la courrier rapide. Il s'est entendu avec mon père, avec lequel il a correspondu, qu'on se rencontre à Munich, à la gare. Bon. Alors mon père est parti avec 2-3 cartons de vin. Il est debout dans le couloir avec le train, parce qu'il n'y a plus de place dans les compartiments. Et il a, dans la gare de Munich, aujourd'hui ça n'irait plus, mais en ces temps-là, c'est la gare de Munich, il n'y avait personne, tout le monde était parti, et pour le reste, personne n'avait à circuler, c'était la guerre. Et puis, il a donné ses cartons à l'adjudant-chef, moyennant quoi il m'a donné 4 semaines de congé. Et moi, je suis donc rentré en congé avant les autres. C'était passe-droit, parce que je lui avais procuré des bouteilles de vin. 4e semaine, la dernière, j'ai fait mes premières crises de paludisme. Alors il fallait encore expliquer là-bas ce que c'était. Personne ne savait. Ils m'ont cru que j'étais un gars qui faisait semblant de ne plus vouloir aller au front. J'ai dit non, c'est le paludisme, je sais où c'est, parce que quand j'y étais, il y avait le marais de Temriuk, où il y avait des moustiques qui donnent du paludisme. Et j'ai conduit, moi, les malades à l'hôpital avec la moto que j'avais. À un moment donné, j'avais un sidecar. Et moi qui les ai conduits à l'hôpital, et je sais ce que c'est. Il a fallu faire intervenir en haut lieu des personnages que par hasard, mon père connaissait, un restaurateur qui les connaissait, le gars qui était responsable des chemins de fer allemands de Bad, Alsace, Lorraine, Sarre. Donc, un homme important. Et c'était un ancien, il était né à Strasbourg quand il était avant 18, quand l'Alsace était à ce moment-là allemande. Il venait dans ce restaurant-là où il avait l'habitude de venir, et mon père, là, le restaurateur, m'a fait connaître à mon père, auquel mon père s'est plaint par hasard. Alors il a dit, bon, je vais attendre voir, je vais. Et lui a pris le téléphone et il a téléphoné au grand responsable médical. Et il a dit, ah, c'est toi là, le chef là, des médecins de tout le circuit là, espèce de connard, est-ce que tu te rends compte quand tu es un soldat
à l'hôpital, hein, et il va crever si tu ne fais rien sur mes cheveux. Il a engueulé, hein, comme ça. Hein. Alors le gars est venu, et un jour, moi j'étais déjà, j'avais perdu 20 kilos, je faisais des crises de paludisme tout le temps. Hein. Ça fait toujours d'ailleurs. Hein. Et je lui ai expliqué, et alors il m'a transféré à l'hôpital, à Trois-Épis, où il y avait hôpital spécial paludien. Ouais. J'ai donc été pendant de nombreux mois à l'hôpital, hein, où on m'a donné des médicaments. Et j'étais bon pendant pas tout à fait une année à l'hôpital, administré par ce genre-là. Sauf que mon père avait un pharmacien à Strasbourg qui lui a procuré des pilules de fièvre. Alors des toutes petites pilules, quand on prend 2 fois une pilule, on fait 40 de fièvre. Alors, pendant qu'on me donnait de la téprine et de la plasmorine d'un côté, moi je bouffais les petites pilules de fièvre. Et j'ai fait 4 chutes. J'étais pendant presque une année à l'hôpital. Avec ces petites pilules, les médecins se sont arrachés les cheveux, mais j'étais toujours. Ils n'auraient pas réussi à me guérir. Et puis alors, la situation change. Les Américains sont à Metz, à Moselle. On croyait que c'était les Américains. Or, il y avait la division Leclerc était avec, qui a donc libéré Strasbourg. Vous connaissez l'histoire, oui? Oui. Oui. Mais pour nous, c'était des Américains. C'était ça. Pour le public le savait que c'était des Français et des Leclerc que l'OC les avait libérés, quoi. Sinon, ils ne le savaient pas, que ça n'était pas des Américains. Pardon. Tu peux raconter juste Pardon? la fois, est-ce que tu peux raconter la fois où tu étais sous le dortoir et que tu as entendu une nouvelle aux informations? Oui, ça aussi, oui. Alors j'étais donc à Trois-Épis, à l'hôpital. Hein. Il y avait un gros poste radio comme ça, comme il s'était à ces temps-là. Hein. Mon père en avait un aussi, là. Chez à la maison, on en avait un. Et on avait 3 sortes on avait l'allemand, on avait le Peromünster, je crois, c'était la Suisse, hein, le truc de Paris allemand. Hein, ouais. C'était les 3 chaînes qu'on avait. Et alors moi je suis là par hasard, je réécoute, il y a une petite musique qui marchait, et subitement le poste s'arrête, c'est le rapport de la Wehrmacht, comme tous les matins à 10 heures. Ah bon, personne n'écoutait parce que racontait qu'ils avaient encore tous les bateaux, et enfin n'importe quoi, ouais, qui les avantageait. De la journée de l'armée allemande, ce matin, de bonne heure, des grosses unités d'armée de l'armée américaine ont débarqué en Normandie. Oh, si bien, vous ne pouvez pas vous rendre compte du machin que nous, et on était, sans là, on était pris par les Russes. Hein? Et alors les Russes, je ne serais pas là. Et puis, mais alors les Américains, ils débarquent pour venir, de sorte que la France a été libérée par les Américains, les Leclerc, et tout ce qui venait, et les Russes ils s'étaient partagés avec les Russes. Ils se sont entendus avec les Russes. Les Russes ont pris Berlin, et puis les Français ont pris, les Américains avec les Français ont pris, c'était le fameux général Eisenhower, hein, qui est devenu un jour président des États-Unis. Quand tu as entendu cette nouvelle à la radio, tu pouvais pas montrer ton émotion aux autres. Oh là! Alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai couru sous mon lit, je me suis couvert. Faut pas pleurer, faut pas crier, faut
faut te cacher, parce que les autres n'écoutaient plus, ou ne se rendaient pas compte, ou ne savaient pas où c'était. Vous savez, le soldat n'a pas la formation de savoir où est la Normandie quand on vient de la Prusse ou de Berlin ou de les soldats. Hein. Oui, bon, moi je savais. Et j'étais caché sous mon truc. Je disais, mon Dieu, ils arrivent. Parce que là, ce moment-là était que non seulement ils arrivent, mais je savais que je serais libéré par des troupes alliées et par les Russes. Si ce n'était pas venu, c'est les Russes qui prenaient tout. Un jour, on nous annonce que l'hôpital va être du Tracipy va être déplacé à Cracovie. Cracovie, c'est déjà la Pologne, c'est là il ne faut pas aller. Hein. Oui. Et alors j'ai simplement pris mes bagages et je suis rentré chez moi. Ouais. Dans l'affolement ou le truc, il y avait les infirmières qui sont parties avec. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec les infirmières et tout ce qui est. Bon, pour moi, j'étais chez moi, mais enfin, je ne peux pas rester chez moi. Alors, je suis allé à l'hôpital à Saverne. Et j'ai dit, voilà, j'ai pu échapper au dernier moment et je vais m'inscrire à l'hôpital. Bon, alors on me met à l'hôpital et alors il fallait transformer les thermomètres qu'on nous donnait pour qu'ils fassent la température. Hein. Je ne sais pas si vous savez comment on fait. J'ai appris. Et puis, au fur et à mesure, il venait des blessés ou des malades du front, qui étaient à ce moment-là à Metz, à Goudange, à Nancy, etc. Et puis, on m'a donné ambulante Behandlung en allemand, c'est-à-dire en ambulatoire. Hein. En ambulatoire, oui. C'est-à-dire que je suis rentré chez moi et tous les 8 jours, il fallait venir me dire que je suis toujours là et je suis rentré chez moi. Et alors au bout de 2-3 fois, ça marchait très bien. Et puis la dernière fois où je suis allé, il n'y a plus personne. Je dis, mais tu me demandais autour, l'hôpital, il est... Ah ben, ils sont partis. Et moi, je ne peux plus pointer. Ben, je suis à ce moment-là un STF de la Wehrmacht, je ne sais pas. Bon, le seul moyen, si je ne pars pas, si je ne fais pas quelque chose, je suis déserteur. Ben, alors, je suis donc, après 2 jours, je suis quand même retourné à l'unité de base qui était à Straubing en Bavière. Je suis allé là-bas et j'ai dit maintenant j'ai droit à 15 jours de congé de maladie, de congé de convalescence. Et le médecin m'a donné 15 jours de convalescence. Je suis rentré chez moi. Alors avec le train, ça m'était il y a presque 1 jour de voyage pour arriver. Et après, ce mois-ci, je suis retourné là-bas. Mais alors, je dis, il y a le médecin, c'était un autre, je lui dis, voilà, j'ai droit parce que la famille maintenant est en train de vendanger, un permis pour 15 jours d'être agriculteur pour les vendanges. Il me les a donnés. Je suis retourné encore une fois chez moi. Je suis retourné à Straubing. Et alors à Straubing, tout de suite, on avait déjà fait un groupe qui partait en Hongrie. Si on m'avait mis là-dedans, je ne serais pas revenu de Hongrie. Hein. Bon, alors je me suis cherché un truc. Alors, il y a un cours d'officier de réserve venait de commencer. Et alors je me suis allé zum Rapport, chez le lieutenant qui ne me connaissait pas, il était là aussi comme ça. Et puis je lui dis, voilà, je voudrais devenir officier. J'avais mis stram, casque, bon. J'étais le bon soldat.
Alors il regarde et dit, mais ça va pas, vous étiez 1 an en Russie en première ligne. Hein? Vous étiez déjà à l'hôpital presque 1 an. Hein? Et maintenant, subitement, comme ça, vous avez envie de devenir officier. Il fallait réagir vite. Hein? Il fallait avoir un bon. Et je lui dis, voilà, mon père était capitaine 14-18 allemand. Hein? Mon père était simple soldat, n'a jamais tenu un fusil. Hein? Et mon jeune frère va être en formation et va être lieutenant dans les tout prochains temps. Hein? Mon frère était caché à la maison chez un paysan. Pas au village, dans un autre village, du Korsberg, là, perdu, où personne ne le cherchait. Hein? Et alors, il ne pouvait pas vérifier. Hein? Alors, je voudrais donc devenir officier comme mon père, comme mon frère. Hein? Et puis, moi, je suis toujours caporal, là. Bon. Alors, il téléphone à... Longtemps, je l'ai connu après la guerre et tout. Allô, Fischer? Ben, c'était le capitaine qui commandait cette école d'officiers. Hein? Alors, écoute, voilà ce que j'ai moi ici. Hein? J'ai un gars, ça fait 2 ans qu'il est chez nous. Il était 1 an à l'hôpital, et pour pas le dire, mais il était 1 an en première ligne en Russie. Et son père est capitaine, son frère est lieutenant, et lui, ça le dérange et voudrait aller à l'école des officiers. Je savais qu'elle venait de commencer, j'avais remarqué ça. C'est peut-être un détail, mais il est important. Est-ce que tu as pu utiliser un cas comme ça? Et il lui dit, oh, je suis content, parce que je n'ai que des gars qui viennent de jeunesse hitlérienne, qui ont 17, 18, 19 ans, qui ne savent rien. Alors, un vieux soldat, fils d'officier, hein, frère d'officier, ça me convient, envoie-le-moi. Et je suis admis à l'école des officiers, où je suis resté jusqu'au printemps. Tout l'hiver, 6 mois, jusqu'au printemps. C'était très, très dur. Hein, hein. Mais, bon, je néglige les détails là, ce serait trop long. Hein. Mais c'était très, très dur. Et alors, lorsque les Américains avaient dépassé le Rhin à Remagen, le fameux Remagen, c'est historique, vous savez, parce que le Rhin bouchait tout. Et à Remagen, il y a un pont qui ne s'est pas écroulé comme il devrait. Et ils ont pu passer, ils ont donc passé le Rhin et ils se sont répandus sur. Je suis tout simplement, j'ai déserté, je néglige les détails, et je me suis constitué prisonnier volontaire, prisonnier de l'armée américaine. Hein. C'était probablement la nuit la plus pire de ma vie, hein, parce que ça ne c'était pas aussi simple que ça. Les Américains, il fallait les chercher, et bêtement, j'étais là, j'étais dans le village, je les avais vus. Je suis allé, ils ne sont plus. Ah bon, mais c'est où? Ils sont partis. M'a dit un vieux paysan. Bon, des gars très gentils, ils ont allumé un incendie qui s'était. Non, ils ont éteint un incendie qui s'était produit. Et puis ils ont distribué du chocolat à tout le monde. Et puis, oui, les Américains, ils avaient en fait tout, hein, ce qu'il fallait. Et puis, mais ils sont partis par là. Alors je suis parti vers là. Et je tombe sur des Allemands dans d'autres tranchées. Je retourne, je suis là au milieu. Je crois que c'est le pire moment de ma vie. Je fais quoi? Je suis parti, je ne peux pas retourner, j'ai plus de fusil, j'avais tout jeté dans un fossé. Parce que, parenthèse Léon, mais cette prise de décision de déserter, tu l'as eu juste après une embuscade dans un village. Nous étions donc, on devait occuper un village de Einheim, c'est ça? Oui. Et puis, en arrivant, alors on marchait là comme si on allait à la caserne, hein? Alors que les Américains occupaient Einheim et avaient mis un char à chaque endroit. Hein? Et évidemment, il n'y avait aucune lumière en ces temps-là. Hein? Et on tombe, et moi j'étais devant, j'étais estafette une fois de plus, et le capitaine et le lieutenant marchent devant de ce groupe, et toute la compagnie derrière, hein, comme à la caserne, et on tombe pile. Moi, j'ai presque touché le char américain.
Et avant, et je sais tout ce que c'était. Et j'entends qu'il dire « Oh !» Moi, j'étais déjà à droite dans le fossé. Hein. Et bien, un deuxième « Oh !» et ils ont tiré. Le capitaine et son lieutenant qui était avec vous sont allés à gauche. Ils ne sont pas revenus, ils ont été perdus parce qu'ils avaient une palissade. Et moi, je suis tombé dans le fossé. J'ai dû revenir dans le fossé. Et puis, j'en suis sorti. Et à la compagnie qui marchait là, il y a, nous étions 21, dont un sous-officier, le reste n'était plus là. Hein. Je suis allé quelques années après pour voir. Hein. Et un gamin est sorti, enfin un jeune homme est sorti. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, moi j'étais là, à cette fameuse nuit, parce que évidemment cette fusillade la nuit, ça reste dans la tête des gens. Hein. Ah, mais j'ai dit, il était gamin. Alors, je suis un rescapé. Il a dit, vous savez, notre maison, la première maison, il y avait des morceaux de chair mélangés avec des habits, avec des uniformes, accrochés jusqu'à 8 mètres de haut. Il fallait tout nettoyer. Bon. Mais par hasard, je ne suis pas reparti à gauche, mais à droite. Ah, voilà, bon. Et alors, alors la petite histoire, on continue comme ça. On fait la guerre et tout ça. Et puis à un moment donné, j'ai vu que les Américains sont dans ce village en contrebas à Ziegenbach. Alors, à un moment donné, il fallait se déplacer ailleurs. Alors, c'était la nuit. Je ne suis pas parti avec. Je suis resté là. Et quand ils étaient partis de ma compagnie, là où j'étais, je suis descendu vers le Ziegenbach, hein, en jetant mes armes dans un fossé. Donc, désormais, je rentre, il n'y a plus personne. Un monsieur âgé me dit « Ah, vous êtes déserteur aussi? Ah bon ?» Qu'est-ce que je dis? Oui. Bon, alors il me dit « Les Américains sont partis vers là. Ouais. » Alors je repars vers le chemin. Je tombe sur des Allemands, sur une tranchée avec des Allemands, plusieurs qui hurlaient « On n'a rien à manger depuis 2 jours. Puis on finit maintenant cette guerre, merde. » Mais enfin, c'était pas. Je retourne en arrière. Je suis là, les Allemands étaient là. Et là, il n'y a plus personne. Je fais où? Et à ce moment-là, Halt Bertha, parole. Ben bon, vous avez compris, ouais. Je m'arrête à une lampe et c'était un officier supérieur SS avec son ordonnance. Qu'est-ce que vous faites là, vous, là? Ben, eh bien, je dis, nous étions à la compagnie et machin, bon, nous étions américains, on était dispersés, et j'essaye de retrouver là, haut sur la colline, où nous étions là, bon. Alors, maintenant, vous m'écoutez, hein? Vous allez dans le moto, là, vous allez là-bas, hein? À un moment donné, ça va en deux, hein? Vous allez à gauche et vous sortez. N'allez pas à droite, vous allez dans ce village qui s'appelle Posenheim, et à Posenheim, les Américains passent la nuit. Parce que les Américains ne faisaient pas la guerre comme les autres. Ils prenaient un village, ils s'installaient, ils se barricadaient, hein, avec des chars et dormaient. Et le lendemain, on continue, on va ailleurs. Hein. Bon. C'était les Américains avaient une autre façon de faire la guerre que les Allemands dans les tranchées, connus en Russie. Alors, je suis donc allé là-bas, sauf que je ne suis pas allé à gauche pour sortir. Je suis allé à droite, vers Posenheim, où étaient les Américains. Je me suis allé quand même doucement parce que j'avais vu les Américains qui tirent facilement sur tout ce qui vient. Alors, j'étais dans la forêt, j'ai pris le chemin, je continuais. Quand la forêt s'arrête, il n'y a plus de forêt. Alors, je me suis arrêté et il s'est mis à pleuvoir. C'est les détails, mais c'était très important. Et je m'assuis là, un peu, contre un arbre. Et il faut attendre le jour, mais pas de nuit. Les Américains me tirent dessus, c'est tout. Hein. Et puis subitement, je chantais. Je dis ça ne peut être que les Américains. Les Allemands n'avaient plus rien. Alors je suis allé doucement vers là-bas.
Et un noir américain était le premier que j'ai vu, qui était là. Alors je suis allé vers lui. Il a dit, Roman. Alors je suis allé. Et il me dit, watch. Il voulait ma montre. Bon, je lui ai donné ma montre. Il l'a mis à son bras. Il en avait des montres là. Les deux bras. Les montres l'une à côté des autres. Je sais pas, il devait avoir 10 ou 20 ou 30 montres sur les deux bras. Alors il m'a mis la mienne avec, oui. Et alors il m'a dit, bon, maintenant, vous descendez là, c'est le village où nous sommes là, et vous allez il y a des gens là-bas qui vous fait prisonnier. Ouais, bon. Et nous étions certainement un des grands jours de notre vie. Lui avait pu rencontrer à la maison, on dit, j'ai fait tout seul, prisonnier, un soldat allemand. Et moi, je savais que maintenant, je rentre chez moi. Je savais que bon, ça n'était aussi facile que ça. Enfin, je suis devenu prisonnier de l'armée américaine, volontaire, puisque j'y suis allé. Bon, alors, j'ai été pendant un certain temps prisonnier de l'armée américaine, et puis on s'est aperçu que j'étais français, on m'a donc transmis à l'armée française. Et les Français m'ont incorporé de force une deuxième fois. J'ai donc incorporé de force, une fois chez les Allemands, une fois chez les Français. C'est pas évident c'est pas courant. Et Ouais. Voilà. La fois où tu t'es constitué prisonnier, Oui. tu es arrivé dans un camp rempli de prisonniers allemands et vous aviez tous faim. Oui, ça c'est pas. Alors, évidemment, je savais que je rentrais chez moi, mais la première chose qu'ils m'ont mis dans un camp. Dans ce camp, il y avait 100 000 prisonniers allemands, je ne les ai pas comptés, mais dans une cour à Worms, la ville de Worms sur le Rhin. Ouais. Après ça avoir été conduit sur des CMC, c'était une vieille CMC qui n'avait pas de ridelle, presque pas, comme c'était, pour que je ne me passe pas la figure. Là encore, c'est presque un miracle. Alors, avec le CMC, nous sommes arrivés dans le camp de prisonniers, et il y avait 100 000 prisonniers, un immense camp, toute une caserne entourée de. Et alors je suis rentré là-dedans avec d'autres qui étaient là aussi, sur ce camion où nous sommes allés. Et alors je suis là. On pataugeait dans la boue, tu sais, 100 000 personnes qui se baladent là, dans la boue. Et alors, j'ai réfléchi, j'ai trouvé un petit coin où c'était un peu plus, où il était un peu retiré. Je ne sais pas comment il s'était fait, mais enfin, il y avait un petit coin où c'était. Alors j'ai pris ma gamelle que j'avais toujours avec moi, des gamelles carrées comme ça. J'ai pris ma gamelle, je l'ai enfoncée dans la boue, je me suis assis dessus, j'ai pris mes bras sur mes genoux et je me suis endormi. Comme ça, endormi, en me disant, tu l'as échappé belle, voilà, comme ça, ouais. Parce que maintenant, j'étais chez les Américains. Alors les Américains, on a souffert de la faim, incroyable. On touchait un knäckebrot, un morceau de gâteau comme ça, que les Allemands appellent knäckebrot, qu'ils avaient peut-être retrouvé dans la caserne, et de l'eau. Bon. Et quand même, de temps en temps, ça m'a fait la queue pendant des heures, une soupe dans la gamelle. Bon. Et alors, donc, un soir, je me suis enfermé, assis sur la gamelle, et je laissé passer l'orage de la nuit. Et puis, le lendemain matin, on nous dit, les Allemands et les Autrichiens, d'un côté, c'était considéré comme les soldats. Les autres étaient considérés comme ceux
qui avaient été embauchés comme ça. Bon, alors nous, c'était de l'autre côté. Alors moi, j'ai été regarder, il y avait tout, il y avait un tas de monde là. Hein. Et puis, le plus nombreux que les vrais Allemands. Les faux. Hein. Alors, nous étions là pendant 2 ou 3 jours. Hein. Bon, on a essayé de survivre. Et puis, subitement arrive maintenant, on va vous trier. D'abord les Polonais. Alors, tous ceux qui étaient du côté de la Pologne là-bas, hein, avaient été enrôlés, hein, se sont présentés. Il y en avait 50, 60, 70, je ne sais pas combien, 2 soldats à la gare. Bon, alors maintenant, d'abord les Polonais, les Tchèques. Bon, alors il y avait de nouveau 50, 60, 70 Tchèques. Hein. Et puis, 2 soldats à la gare. Alors on a attendu quand même un moment, parce qu'il fallait que les soldats reviennent pour nous garder. Et puis, excusez-moi de tous les détails, si c'est trop, arrêtez-moi. Et puis maintenant, les Français, nous étions 40. Je me rappelle du chiffre exact, 40. Et on s'est retrouvés, rien que des Alsaciens et des Lorrains. Il n'y avait pas d'autres Français. Hein. Bon. Et alors, bon. Alors, wie kommst du her, wie bist du? Bon. Alors, Strasbourg, Kroneburg, Colmar, Graville, enfin n'importe où. On était bon. Alors, nous, les Alsaciens à la gare. Alors, aussi. On a juste un wagon de 40, on le met là-dedans. Ce que nous ne sommes pas aperçus, c'est qu'il y avait 3 Sarrois qui sont glissés parmi les Alsaciens. Hein. Et alors, on le met 40, et alors on s'en va. Alors moi, j'ai pris ma place là où il y a tous les wagons, quand on mettait les vaches ou les chevaux, il y a une lucarne un peu comme ça qu'on peut regarder dehors. Et moi, j'étais là, et c'était un wagon qui était un peu assis au milieu. Je voyais un peu ce qui se passait, par hasard. Hein. Alors j'ai regardé, et le lendemain matin, on se trouve à Épinal. Bon, Épinal. Alors à Épinal, l'équipe qui nous avait amenés jusque-là, américaine, hein, elle a donné le truc à une autre équipe. Hein, une autre équipe. Et alors, alors nous n'étions plus que 39. Hein. C'est des détails, mais c'était important. Nous n'étions plus que 39. Mais bon Dieu, mais on était 40, qui sait. Alors on s'est aperçu qu'un des Sarrois, en passant en Sarre, il s'est échappé. Hein. A pu sortir à un moment donné où nous sortait pour faire pipi, et puis ça durait quelques secondes, et puis il a dû partir. Maintenant, on n'est que 39. Les Américains ont fait des millions de prisonniers, hein, et l'autre train est bloqué parce qu'il en manquait un. Hein. Alors, on fait quoi? J'étais là. On était là, c'était à Épinal, oui, à Épinal. Et alors, on ouvre la porte, ne regardant pas en haut un soldat américain, une 39. Hein. Alors on ressort de nouveau, toujours 39. Alors j'étais inquiet parce qu'ils avaient leur petite mitraillette, là, les Américains, mais enfin bon. Et puis subitement, il y en a un qui a une idée. Quand on s'est arrêté là, à Épinal, je crois, il y avait des ouvriers qui travaillaient sur les rails, hein, et qui, en plus de travail, des gens du patelin là, hein, qui n'avaient rien à voir avec l'armée. Hein. Et alors il a dit à l'un d'eux, come on boy, come on. Et je le vois qui dit, ya. Et les Américains ne disent pas yes, ils disent ya. Ouais. Ya, come on. Et dès qu'il est à portée de main, il a ouvert la porte, il a foutu dedans, fermé, 40, et le train part.
Le brouhaha qu'il a fait là, avec son, il t'a fait quand je dis, c'est pas la peine. Tu as encore ta chance, tu es avec les Français. Hein? On aurait été te vas compte, tu es avec les Tchèques et les Serbes, je ne sais plus avec quoi qu'il y avait encore là. Ouais, ouais. Alors, d'ailleurs, au tri, les Français, nous étions un peu en attente qu'un GI revienne pour nous conduire à la gare. Et ils continuent à trier. Alors, les Luxembourgeois, les Belges, les Hollandais, il n'y a pas un pays de plus où il n'y avait pas au moins un ou deux ou trois soldats. Les Allemands avaient tout ramassé. Hein. Chalon-sur-Saône, on débarque à Chalon-sur-Saône, et puis on dans une caserne où il y avait la caserne Carnot, il y avait un monde fou dans la caserne Carnot. Et puis alors on nous met dans un bâtiment, on était là, dans une grande chambrée, sur le carrelage. Hein? On dormait sur le carrelage. Hein? Ouais. Et puis, bon, j'avais l'habitude de dormir n'importe où. Hein? Mais bon, un jour où j'étais avec c'était encore en Russie, avec un adjudant. Et parce que c'est moi, j'avais comme j'ai la moto, il était avec. Et puis, on a le soir, il a fait maintenant, il faut dîner. Hein? On n'avait rien. Hein? Alors, il a dit, écoute, c'est facile. Il est sorti avec le revolver. Bon, et il revient avec une volaille. Hein? Voilà. Mais qu'on l'a suspendu, on m'a fait du feu. Et en ce qui me concerne, il m'a dit, allez avec tes pommes de terre là, qui traînaient là. Et il m'a dit, il y a des pommes de terre. Toi, le Français, me dit-il, toi, le Français, tu sais faire tes frites, tu vas faire des frites. Et on a mangé du poulet frites. On a mangé du poulet frites. Et alors, quand c'était fini, on est touché par terre. Alors on dit, tu vois, Logel, quand on couche par terre, on ne risque pas de tomber du lit. Hein. Et ça, c'était maintenant, je retourne en arrière là. Et alors, on a donc fait les tris, mais tout le monde était là, il y a tous les peuples, tous les peuples étaient représentés, les plus invraisemblables. Bon, alors, nous sommes donc allés à la caserne, on a passé devant 3 officiers français, on nous a questionné si on était, comment on était, etc. Moi, j'ai répondu, moi, je n'ai participé à rien, puisque je n'étais que soldat. À peine ils étaient là, les Allemands. Et puis, bon, et puis, au bout de quelques jours, je ne sais pas comment ça s'est fait, comment ils se sont renseignés ou pas. En tout état de cause, toute la compagnie, on était donc toute la compagnie et rien que des Français qu'on avait mis. Et puis la compagnie, alors, un capitaine est venu là, s'est mis sur une caisse, il m'a dit, sergent, vous avez la liste. Le sergent, il dit, ce que j'appelle, sort, tu rends, il se met de la droite. Alors, à droite. Et puis, il tourne la page. Il dit, il y en a encore un, Logel Léon. Il a failli m'oublier. Hein. Bon. Alors, il me met là. Tous les autres casernes, vous restez là. On était une vingtaine. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Hein? On était inquiets, je ne sais pas. Hein? Alors, quand tout le monde était rentré, le capitaine dit maintenant, ah oui, le capitaine regarde et dit, sergent, oui, ouvre la porte, tout le monde qui est là, vive la France, dehors. Et on était dehors. La première fois depuis 3 ans, on était quand même libre, sans commandement, mais dehors, sans rien. Pas de papier, pas de ravitaillement, pas de rien. Hein. Alors, on va où? On va à la gare. À la gare, il y a la Croix-Rouge, à une soupe et un sandwich. Alors, la soupe et le sandwich nous a attirés vers la gare. Alors, comment est-ce que j'ai traversé la Saône? Je ne sais plus. Enfin, j'ai pris un train, je savais un peu. Je suis allé à Cuis-Montchalindré. À Cuis-Montchalindré, j'ai pris un train sur Belfort.
Et à Belfort, j'ai pris un train qui va sur Strasbourg. Et alors, le train, c'était des wagons bestiaux. Hein, et à Belfort, d'ailleurs, c'était des wagons qui étaient plats de marchandises. Alors on a ouvert un wagon, on a pris les cartons, les achetés dehors pour nous faire place, pour qu'on puisse s'asseoir ou s'installer. Et puis, bon, alors je monte le parapet, et je suis sur la Nationale 4. Cette nationale qu'on utilisait toute la famille pour aller faire de Marlenheim les courses. Hein. Alors là, c'était presque impératif. Vous étiez à 3, 4, 5 dans une 2 chevaux, vous y mettez un 6e, hein, n'importe, les uns sur les autres. Hein. Alors on m'a ramassé comme ça sur un pick-up. Et conduit Idenheim, ça va, rien. On ne savait pas si on était démoli ou pas. Hein. Fürtenheim, rien. On rentre à Marlenheim, on passe devant la maison chez moi. Halt, stop, stop, stop. J'ai sauté. Hein. Force de parler. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, mais si, c'est ça mon verre. Mon père et ma mère, c'est dimanche de Pentecôte. T'as croisé quelqu'un avant, quand tu es arrivé? Ah oui, oui, oui. Ah, salut Léon. Le coiffeur du village. Salut Léon, ah bon, c'est bien, bon. Alors il continue de se balader et rencontre ma soeur avec une copine. Et puis elle dit, Michel, ma soeur, qu'est-ce qu'il m'appelle Michel, je ne connais pas ce gars-là. Si c'est le coiffeur, ah bon, il peut m'appeler, qu'est-ce que c'est? Non, Michel, alors, Léon est rentré. Ah, oh là. Alors, mon père et ma mère étaient assis sur un vieux banc dans le parc. Et dimanche de Pentecôte, après-midi, bon, et puis sans nouvelles, moi, de presque 1 an, je ne sais plus exactement. Enfin, je pourrais le calculer, environ 1 an. Et alors là, la grille fait quick, hein, et fait clac pour se fermer. Mon père dit, oh, c'est pas vrai, quel est l'imbécile! Et je sais pas les mots alsaciens qu'il a utilisés. Bon, je ferais c'est qu'il ferait. Vous voyez un Alsacien, hein, qui vient ici un dimanche de Pentecôte qu'on nous fout de la paix. Alors ma mère lui dit, mère, va regarder quand même. Et il me voit, j'étais en treillis américain, il y a une photo quelque part. Treillis avec un cran en blanc, PW, dans le dos, prisoner of war, hein, prisonnier de guerre. Et là, il me voit, alors, évidemment, c'était ma mère m'a pris dans ses bras, elle m'a presque, un torrent de larmes, rencontre son Léon, qu'elle ne savait pas où j'étais. Hein. Je ne savais pas si je vivais, si j'étais encore en Russie ou pas, ou ailleurs. Et puis subitement, le voilà qui rentre. La veille, c'était la journée pire de ma vie, quand j'étais de nuit là et je cherchais les Américains sans les trouver. C'était la pire nuit de ma vie. Et puis le jour après, ce dimanche de Pentecôte, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est évident, oui. Alors bon, alors la petite histoire continue, c'est que le lundi, j'ai passé dans l'entreprise, c'était l'heure de Pentecôte, hein. Passé dans l'entreprise, regarder un peu comment c'était, s'il y avait encore des stocks dans les fûts bon. Et puis le mardi matin, je suis descendu. Alors, j'ai bien dormi dans mon lit, évidemment. Et puis le mardi matin, lundi Pentecôte, le mardi matin, je suis descendu et je me suis assis sur ma chaise devant mon bureau, comme si je ne l'avais jamais quitté. Voilà. Bon. Fin de l'histoire.
Alors moi, juste Léon, j'aimerais bien que tu racontes deux choses. Oui. Tu te rappelles pas que tu as mangé le meilleur repas de toute ta vie Ah, dans le oh camp là. prisonnier? Ah oui, ah oui, oui. Le, alors, on était prisonniers des Américains, mais on ne mangeait rien, comme petites biscottes, des affamés. Et on voit les Américains qui nous guidaient. Hein, et c'était midi, un jour là, qu'on était là. Et puis, les Américains venaient là, il y avait une poubelle, ou deux poubelles, et tout ce qu'ils n'avaient pas mangé, ils le grattaient, le machin. Et alors que nous souffrions affreusement de la faim. Et alors, la vigie, qui était l'Américain qui était sur le garde qui était sur son Mirador. sur son Mirador, a regardé, à un moment donné, de l'autre côté. A-t-il fait exprès ou pas? Je n'en sais rien. C'était la course contre la poubelle et j'ai dû me mettre dans la poubelle. Je vais mettre un bras. Voilà. J'avais mon bras jusqu'à la poubelle. Et je sais ce qu'il y avait dedans. Hein. Et j'ai réussi à m'extraire pour qu'on ne me le prenne pas. Et je courais avec un truc. C'était un rôti enrobé de crème de chocolat. D'accord. Et alors, je répète, c'est peut-être le meilleur repas de ma vie. Bah oui. Eh oui. Oui. Alors, un jour, si vous voulez m'apprendre, un bon rôti avec la crème de chocolat.